Alors, ça va être très difficile de prendre la suite de Gérard Vernier, surtout pour parler de choses qui sont peut-être un peu moins glorieuses que cette cavalcade de 60 ans de coopération européenne en Afrique. Je vais vous parler du cas du Togo, cas que nous avons sélectionné par hasard parce que je suis d'origine togolaise et je suis présidente d'une association qui œuvre pour les droits de l'homme au Togo, mais aussi parce que, vous l'avez remarqué, la deuxième série des accords de coopération de l'Union européenne, enfin de la CE à l'époque, avec des pays tiers, a démarré au Togo en 1975, et aussi parce que le Togo est le premier cas d'un pays où la coopération a été interrompue à la suite des exigences de respect des droits humains, de bonne gouvernance, exigences qui ont été introduites dans les accords. Le Togo donc accède à l'indépendance en 1960, comme plusieurs pays africains. Et donc cet accord, ce premier accord, Lomé 1, a été signé en février 1975 et prend donc le relais des accords de Yaoundé, comme Gérard Vernier vient de nous le dire. Alors la question qu'on peut se poser, c'est finalement pourquoi Lomé après Yaoundé? Alors, la première raison qui me vient à l'esprit, c'est de dire que finalement, à l'époque, l'ordre régnait à Lomé. L'ordre régnait à Lomé, c'est vrai, mais sous la férule du général Gnassingbé Eyadema, qui vantait les mérites de la paix, de la stabilité qu'il avait réussi à instaurer dans la Suisse de l'Afrique. C'est vrai que dans les rues de Lomé à l'époque, au carrefour, les policiers portaient des gants blancs pour la circulation, pour gérer la circulation, donc ça plaisait beaucoup aux étrangers qui visitaient le pays. Les Togolais eux-mêmes savaient que sous cette belle apparence de Suisse, de pays très calme et très propre, il y avait une chape de plomb et réellement les conséquences d'une dictature qui était déjà à l'époque assez féroce. Mais en tout cas, le général soignait bien son image d'homme de paix, de stabilité, alors qu'il s'agissait en fait d'une dictature implacable, ce qui finira bien par se savoir au bout de plusieurs années et qui aboutira à la rupture de la coopération dont nous parlerons tout à l'heure. Donc cette rupture de la coopération a eu lieu en 1993, donc pour déficit démocratique, en application de l'article 366A de la Convention de Lomé. Cet article deviendra donc l'article 96 de la future Convention de Cotonou. Et cette suspension a été l'aboutissement d'un long processus, donc avec des mises en garde répétées de la CE, des instances de la CE à l'époque pour protester contre les violations des droits humains, et surtout contre une série d'attaques contre le gouvernement de transition qui venait de se mettre en place. Donc à la suite du mur de Berlin, il y a un certain nombre de transitions qui ont pris le relais des régimes à parti unique en Afrique, et un certain nombre de faits de répression ont véritablement ému à la fois le Parlement ou l'Assemblée paritaire ACPUE à l'époque, notamment la prise en otage des parlementaires de la transition pendant 48 heures par les militaires pour les obliger à rapporter une décision qui venait d'être adoptée par l'Assemblée parlementaire de transition. Donc en novembre 1992, il a fallu donc une décision conjointe du Parlement européen, de la Commission européenne et de l'Assemblée paritaire ACPUE, décision qui consistait à envoyer un courrier de mise en garde au général Eyadema pour lui demander de laisser la transition aller à son terme. Et à la suite de ce courrier, en fonction de la réponse que les autorités de la transition apportaient, il serait envoyé une mission diplomatique
pour aller signifier au général Yadema, qui avait repris en fait tous les pouvoirs du gouvernement de transition qui avait été mis en place, que ce qui se passait au Togo faisait en quelque sorte tâche par rapport aux exigences démocratiques nouvellement introduites dans les accords de Lomé. Et donc la mission diplomatique en question s'est rendue au Togo en janvier, le 24 janvier 93. Et à l'époque, il y avait effectivement une grève générale qui durait depuis plusieurs mois. Et cette mission avait, entre autres, pour objectif également de servir de négocier. C'était une mission de médiation pour que la grève générale soit suspendue. Et donc la population avait voulu témoigner de son soutien, de sa sympathie à cette mission diplomatique en organisant une manifestation pacifique. C'était le soir avec des bougies, tout le monde vêtu en blanc. Et patatras, il y a eu une répression de cette manifestation qui a fait, suivant les bilans, entre 55 et 100 morts. Et les deux ministres, le ministre des Affaires étrangères français et le vice-ministre des Affaires étrangères d'Allemagne, qui s'étaient rendus au Togo, avaient visité la morgue de l'hôpital de Lomé où les cadavres arrivaient, où il y avait vraiment eu des massacres. Et c'est donc à la suite de ces faits graves que, pour la première fois, les trois instances se sont mises d'accord pour suspendre la coopération. Donc la répression avait été d'une violence incroyable. Donc cette coopération fut suspendue pendant pratiquement 10 ans. Et c'est en 2003, après la réélection du président Gnassingbé pour un troisième mandat qui ne terminera pas, que les discussions avaient repris pour fixer les conditions de la reprise de la coopération. Et ces négociations, ces discussions aboutiront en 2004, en avril 2004, à la signature d'un accord préliminaire que l'on appelle les 22 engagements, et donc engagement que le gouvernement togolais prenait, donc essentiellement autour des questions de droits humains, de bonne gouvernance, etc. Et c'était donc le début des discussions. Ces discussions étaient toujours en cours lorsque, en 2005, février 2005, le président Gnassingbé Yadema décède, et une nouvelle crise politique est ouverte, puisque son fils avait essayé de mettre son fils au pouvoir en faisant une sorte de coup d'État constitutionnel, et puis finalement il a été réélu lors d'élections absolument controversées et violentes également, qui ont abouti à l'ouverture d'une nouvelle crise politique, laquelle a été réglée en 2006 par un accord politique qui a été signé entre tous les acteurs politiques de la vie politique togolaise, et lesquels accords ont réintégré finalement les 22 engagements qui avaient été pris 2 années plus tôt. Donc la coopération est effective depuis 2007. Alors, juste un rappel des 22 engagements pour montrer que c'est véritablement la question de respect des droits de l'homme et de démocratie qui sont les points angulaires. Les principaux éléments de ces engagements concernent donc le plein respect des principes démocratiques, la révision du cadre électoral pour aboutir à des élections législatives transparentes en 2007, qui ont abouti à des élections transparentes en 2007. Elles devaient être suivies 6 mois plus tard par des élections locales, pour qu'il y ait réellement des élus locaux. Nous les attendons toujours, elles n'ont jamais eu lieu. L'indépendance de la justice et également des organes de contrôle de la presse et de l'information et la Commission nationale des droits de l'homme étaient également des éléments importants de ces engagements, de même que la suppression de toute peine d'emprisonnement pour délit de presse. Effectivement, cela a été obtenu aussi, même si récemment un nouveau code pénal qui a été adopté réintègre finalement dans le code pénal général des délits d'emprisonnement, des peines d'emprisonnement pour des délits de pillage. Et un point important également, c'est que le rapport doit être fait régulièrement sur les progrès
réalisé par rapport à ces engagements. Et un dialogue doit être poursuivi avec les instances européennes, et ce dialogue continue encore à ce jour, et chaque année il y a donc officiellement des séances de concertation entre l'Union européenne et les autorités togolaises. Alors quel bilan donc, pourrait-on tirer de ce qui a été fait depuis 2007 après la reprise de cet engagement? Ce qu'il faut observer, c'est que sur cette période, donc 2007 jusqu'à 2013 à peu près, les montants en jeu, donc transférés essentiellement concernant les fonds européens de développement, s'élèvent à 286 millions d'euros, ce n'est pas rien, et qui sont essentiellement constitués de dons qui sont versés à l'État ou bien gérés par l'État, c'est-à-dire que même la partie qui concerne les organisations de la société civile est transférée par l'intermédiaire de l'État aux organisations de la société civile que l'État veut bien agréer comme étant représentatives des organisations locales. Et ces dons sont venus en quasi-substitution des programmes d'aide qui avaient été mis en place en faveur de la population directement pendant la période de suspension de la coopération. Et donc 286 millions qui, si l'on voulait établir un bilan résumé de ces engagements, de cette coopération par rapport aux 22 engagements, on peut dire que temporairement, le bilan est positif sur 3 points. Bon, celui des élections législatives de 2007, dont tout le monde s'accorde à dire qu'elles ont été transparentes, et je dirais que tout le monde s'attendait également à partir de cet effort qui avait été fait de transparence, les choses aillent de mieux en mieux, et qu'on est fini au Togo définitivement avec des élections un peu frauduleuses qui génèrent systématiquement de la contestation. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. La révision du code de la presse également a eu lieu, et puis le dialogue entamé se poursuit, même si l'on peut dire que finalement, au regard de certaines évolutions négatives et de certaines régressions, ce dialogue n'a pas véritablement eu l'impact auquel l'on pouvait s'attendre sur une évolution positive de la situation, de la gouvernance et des droits de l'homme. En revanche, malheureusement, pour ce qui est des élections locales qui devaient amorcer une véritable décentralisation, malheureusement, ces élections n'ont pas eu lieu. Donc on peut dire que ces 286 millions ont servi en partie à financer des investissements à fonds perdus, parce qu'il n'y a pas une volonté politique réelle de réduire le déficit démocratique, et en partie ont financé des programmes qui ont effectivement produit des effets réels, notamment sur les infrastructures, tout le monde s'accorde à le dire. En termes de réduction de la pauvreté également, les résultats sont beaucoup plus mitigés. Mais ce qui est dommage dans les résultats de ces programmes qui ont produit des effets positifs, c'est qu'ils sont systématiquement détournés au profit d'une propagande qui est finalement l'élément principal sur lequel le gouvernement, le président sortant défend son bilan et se fait réélire la dernière année. Il va mener à son 3e mandat, et dans les éléments de sa campagne électorale, c'était essentiellement les routes urbaines de la ville de Lomé qui étaient affichées comme étant le résultat de cette réalisation. Donc on peut parler d'un paradoxe togolais, en quelque sorte, où on peut dire qu'à partir de 2008, la coopération a été progressivement pervertie et détournée des objectifs des 22 engagements. C'est-à-dire qu'elle a plutôt servi à renforcer un État autocratique et très centralisé, et ce qui a empêché en quelque sorte l'émergence d'institutions locales qui auraient pu être des interlocuteurs valables pour mettre en place une véritable décentralisation et orienter cette coopération beaucoup plus directement vers
les besoins vitaux des populations qui en ont le plus besoin. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles les taux de pauvreté, surtout les taux d'extrême pauvreté, sont très élevés et sont malheureusement en dégradation, hein, malgré le fait qu'on soit fini la période des objectifs du millénaire et que l'on s'engage maintenant vers la période des objectifs du développement durable. Les taux de pauvreté en zone rurale se dégradent toujours et dépassent les 95% dans certaines régions du Togo. Alors, ce paradoxe est-il une incohérence en fait du consensus européen? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a également dans les nouvelles pratiques de la Convention, des accords avec les pays ACP, une obligation également d'évaluation régulière de l'efficacité de cette politique, ce qui est une excellente chose. Et une évaluation a été commanditée, qui a été réalisée par un cabinet belge qui s'appelle ADE. Et curieusement, cette évaluation conclut que l'efficacité et l'efficience des programmes financés par l'UE ont été relativement satisfaisantes, globalement, malgré quelques exceptions notables. Discours très très diplomatique, à l'issue duquel le cabinet conclut qu'il faut continuer à s'inscrire dans une approche globale, sensible aux facteurs de fragilité spécifiques au Togo. Alors, facteur de fragilité, nous nous sommes demandé ce que ça voulait dire dans le cadre du Togo. Cette notion de la santé assez étrange et surtout assortie, suivant les recommandations du rapport en question, d'une nécessité de ne pas nuire, donc de ne pas nuire à l'État. Et nous nous sommes aperçus que, en fait, suivant l'avis de ce cabinet, le Togo ne figure pas dans les pays, dans la liste des pays en situation de crise selon l'UE. Pays en situation de crise pour lequel il y a un certain nombre de dispositifs spécifiques qui sont destinés à aider à l'amélioration de la situation. Mais le Togo ne figure pas sur la liste, mais a pu bénéficier quand même de certains appuis budgétaires qui sont délivrés dans ce cadre-là. Ce qui veut dire que la Commission reconnaît implicitement que depuis la signature des 22 engagements en 2004, depuis la reprise de la coopération en 2007, le Togo est toujours en situation de fragilité de fait, en situation de crise de fait. Et quand on regarde un peu la définition que l'Union européenne elle-même fait du concept de fragilité, alors c'est suivant la définition de l'UE, une situation dans laquelle le contrat social est rompu. C'est vrai que c'est le cas depuis un certain nombre d'années maintenant au Togo, du fait de l'incapacité ou du refus de l'État d'assurer ses fonctions de base et d'assumer ses obligations et ses responsabilités. Alors, s'il y a un refus d'assurer ses obligations, notamment en matière de gestion des ressources, d'état de droit, etc., j'aurais tendance à dire que la définition d'un tel État, c'est une dictature. Donc, voilà, la question est de savoir s'il s'agit d'une servitude volontaire de l'Union européenne vis-à-vis d'une dictature, si l'on recommande justement de poursuivre la coopération dans ces termes-là. Bon, je ne suis pas en train de dire qu'il faut il faut une rupture une deuxième fois, mais simplement, ce qui nous semble, c'est que un État prend un engagement, il faudrait quand même que les pressions soient un peu plus fermes pour que ces engagements soient respectés d'année en année. Donc, quelles propositions et pour quels objectifs notre association pourrait faire? D'abord, nous avons un certain nombre de préoccupations qui sont de deux ordres. La première préoccupation concerne la faible efficacité de ces fonds. Ce n'est pas rien quand même de 186 millions d'euros quand on est converti en CFA. Ça fait tout de suite des montants importants, c'est de l'ordre de 200 milliards de francs CFA sur les 7 ans. Et nous constatons que malgré cet investissement, la pauvreté continue de s'aggraver au Togo, en particulier dans les zones rurales, alors que l'agriculture
et a significativement contribué à la croissance du Togo pendant la période concernée par la reprise de la coopération. Alors, notre deuxième préoccupation, c'est que le refus d'organiser les élections locales ferme délibérément la porte à toute initiative de décentralisation et de coopération décentralisée, qui est également une des orientations nouvelles de la coopération, donc coopération entre régions, parce qu'il n'y a pas d'acteurs locaux légitimes, élus, il n'y a pas d'autonomisation des populations, et dans les pays qui ont connu quand même les développements les plus spectaculaires ces dernières années, c'est l'autonomisation des femmes et leur implication dans l'agriculture, dans le commerce, dans les petites transformations agroalimentaires qui ont véritablement permis de lutter contre la pauvreté. Et malheureusement, au Togo, surtout dans les zones rurales, c'est encore un peu lointain. Et il n'y a pas non plus de structuration d'organisations locales, des syndicats, des coopératives, etc., qui peut servir d'interlocuteur crédible et valable à une véritable politique d'aménagement du territoire. Donc, face à ces deux préoccupations, nos recommandations seraient en fait d'encourager la coopération décentralisée et d'accompagner les populations dans l'appropriation des programmes de coopération de l'Union européenne, ce qui veut dire qu'il faut en fait soutenir avec plus de fermeté l'organisation d'élections locales. C'est toujours à l'agenda depuis plus de 10 ans maintenant. Et combler le retard en matière de coopération décentralisée. Donc je me tourne vers M. Chesson, qui peut nous faire part de quelques expériences assez intéressantes en matière d'agriculture familiale. Alors, bonsoir